Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci d'être présents aussi nombreux et aussi nombreuses pour ce festival du livre et pour cette table ronde dont la thématique, vous le voyez, est fable politique. Alors, nous sommes avec trois auteurs que je vais vous présenter. Nous avons Philippe Val, ici présent, qui est journaliste, chroniqueur, qui a dirigé Charlie Hebdo et France Inter, donc vous avez été mon directeur il y a quelques années de ça. Et qui publie le dictionnaire philosophique d'un monde sans Dieu, que voici. Il y a Gérald Bronner, hop, qui publie Comme des dieux, qui est un roman. Vous êtes sociologue et prof de sociologie. Et puis vous avez été à la tête de la commission Les Lumières à l'heure du numérique, qui a évoqué la question des fake news, la question du complotisme, la question de l'esprit critique. Et je pense que ce sont des choses dont on va être amené à parler avec cette thématique de la fable politique. Et puis, Raphaël Enthoven, vous êtes philosophe, mais je crois que vous préférez prof de philosophie. Vous animez notamment l'émission Philosophie sur Arte, puis vous avez fondé le journal Franc-Tireur. Et vous publiez un récit qui s'appelle Krasnaya aux éditions de l'Observatoire. Alors on va commencer, si vous le voulez bien, par parler un petit peu de ces trois ouvrages pour comprendre un petit peu quels sont leurs points communs et leurs différences. Ce sont trois ouvrages assez différents. On va commencer avec vous, Raphaël Enthoven. Krasnaya, c'est un récit dans une société sans hommes ou presque sans hommes, où ce sont les animaux qui ont construit une société un petit peu différente. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, les hommes sont réduits à un service public. Parce que y a les hommes qui, après l'explosion de Tchernobyl, en fait, les hommes partent naturellement et les animaux sont rendus à eux-mêmes. Et là, les animaux ont le choix et immédiatement, les herbivores et les carnivores se font la guerre. Et c'est une guerre, j'enjambe un peu les étapes, mais enfin, en gros, c'est une guerre que les herbivores remportent. Et c'est très important que les herbivores remportent la guerre parce que du coup, comme ils ont remporté la guerre, les herbivores ont besoin de lois. Les carnivores, la loi du plus fort leur suffit. Et donc les herbivores instaurent de la légalité dans l'animalité, de l'égalité dans l'animalité. Et à partir de là, il y a une société qui s'installe où les animaux, les carnivores, herbivores apprennent à cohabiter. Par exemple, les herbivores s'engagent à ne pas porter plainte si un carnivore bouffe leur progéniture hors des périodes dévoratoires, etc. Tout ça est régulé. Et puis, malheureusement, c'est une société qui croit lutter contre le crime en considérant que les criminels ne sont jamais responsables de leurs actes. C'est un monde qui a besoin, pour instaurer cette cohabitation, de se convaincre que le crime est soluble dans la culpabilité et que pour cette raison, il n'y a pas de coupable. Donc, chaque fois qu'un animal commet un crime, on dit c'est pas de sa faute, il avait faim, il a eu une enfance misérable, etc., etc. Jusqu'au jour où il y a un attentat, littéralement, c'est-à-dire un incendie qui n'est pas consécutif à un orage, qu'un animal a causé, et qu'il est contraint à reconnaître la présence d'un criminel chez eux, ce qui change tout dans ce monde hyper démocratique. Voilà, c'est ça que ça raconte. Et effectivement, on en reparlera, mais il y a des animaux dans ce monde où on reconnaît un petit peu les humains, voire beaucoup. On peut pas Je me suis s'empêcher, tellement marré à faire ça. Ah ben voilà, on va en parler. Il fallait bien aussi. que ce soit contagieux, mais je me suis vraiment amusé, plus qu'amusé. J'ai adoré écrire ce livre, je me suis follement amusé, mais à ce plaisir fou, c'est ajouté comme la cerise sur le gâteau le bonheur de distiller des traits familiers dans des gueules d'animaux. Ça a été, je dois dire, une sorte de régal supplémentaire. J'avais le choix entre les deux. Philippe Val, vous proposez un livre d'un type totalement différent. C'est un dictionnaire. Alors, c'est le dictionnaire philosophique d'un monde sans Dieu. Quand on pense dictionnaire philosophique, on pense Voltaire. Mais quand on pense monde sans Dieu, on pense plutôt aux humanistes qui avaient commencé à imaginer un monde détaché de la religion. Qu'est-ce que c'est ce monde sans Dieu qui essaie de définir votre dictionnaire ? Alors, au cours dans l'histoire philosophique de notre civilisation occidentale, il y a une présence sporadique de philosophes dans l'Antiquité qui décrivent un univers sans Dieu ou qui comme les épicuriens par exemple, qui pensent que peut-être que les dieux existent, mais il n'y a pas de contact possible avec eux et nous, il n'y a pas d'interaction. Donc il faut se débrouiller sans la métaphysique, il faut se débrouiller sans les dieux, avec la raison, penser le monde. Et on en trouve des philosophes comme ça, on en trouve au XVIe siècle, jusqu'au milieu du XVIIe à peu près. Et après, on passe aux Lumières. Mais les Lumières
pour beaucoup des philosophes des Lumières, réintroduisent la divinité, que ces philosophes-là, plus radicaux qu'eux, avaient chassé. Les Lumières ont beaucoup consisté à bémoliser, si on peut dire, l'athéisme ou la radicalité de philosophes comme Hobbes, Machiavel, Balthazar Gracian, Montaigne évidemment, Spinoza et Pascal évidemment, Pascal qui décrit un monde sans Dieu, qui ne supporte pas l'angoisse que ça lui procure et qui fait le pari pour vivre mieux peut-être et d'une certaine façon de croire en Dieu ou même de faire semblant d'y croire pour s'en sortir. Mais donc les philosophes des Lumières, notamment Rousseau, mais même Voltaire, évidemment lutte contre la religion bien sûr, mais il réintroduit le grand horloger comme il dit. Alors, après, on trouve Darwin, qui évidemment explique l'univers par le hasard, en tous les cas la vie par le hasard. Freud, qui vient essayer de guérir le traumatisme du hasard. Et puis Nietzsche, évidemment, et puis quelques philosophes plus tard, mais assez peu nombreux. Toujours peu nombreux, mais ce qui est important à savoir, c'est que finalement, ce sont à ces philosophes que l'on doit nos droits fondamentaux. L'égalité homme-femme. Il n'y a pas que des philosophes d'ailleurs, il y a des artistes dans cette époque-là, notamment au XVIIe, au début du XVIIe, Shakespeare, Molière, La Fontaine, qui sont très importants. Alors ils parlent de Dieu, tout ça, mais en réalité, ils organisent le monde sans Dieu. On leur doit énormément de choses, la laïcité, on leur doit la liberté, le respect du corps de l'autre comme réalité. Exactement le contraire de ce que font les réseaux sociaux qui rendent l'homme abstrait, enfin l'autre abstrait. Ils essayent de rendre le corps de l'autre concret, et avec tout le respect que cela implique, et l'égalité des droits. Donc on leur doit énormément de choses. Alors bien sûr, on peut penser que le monde sans Dieu, puisqu'il n'y a rien avant, il n'y a rien après, l'univers est le fruit du hasard, ça peut être très angoissant, mais ça peut être aussi une source d'étonnement dans la vie. On peut faire le choix de dire que finalement l'émerveillement d'être en vie, d'exister, qu'on soit là dans cette salle avec des tas de gens autour, avec des livres, et puis vous assis là, et puis toutes ces choses technologiques, tout ça c'est incroyable, c'est le fruit d'un hasard sur le temps long, donc c'est une source d'émerveillement absolument continuelle, ce qui évidemment ne change rien à la tragédie d'avoir à mourir, qui est la grande tragédie de la vie, mais en attendant de mourir pour supporter cette tragédie, en quelque sorte, pour se combiner avec cette tragédie, il y a cet étonnement, cette joie de vivre. Je pense qu'un monde sans Dieu, enfin, je ne dis pas que les athées sont plus intelligents que les autres. Il y a des athées qui sont de fameux abrutis et des croyants qui sont des gens sublimes. Il y a pas c'est pas une séparation entre bon. Mais je pense que en pensant le monde sans Dieu, on a plus de chances de ressentir, ne serait-ce que par la curiosité, une espèce de joie de vivre, une énergie de vivre, qui est le bien peut-être le plus précieux qu'on puisse avoir en naissant, c'est-à-dire cette curiosité insatiable, cet étonnement, cet émerveillement devant le fait que les choses existent. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? La grande question philosophique. À cette question-là, on peut répondre par une immense curiosité qui nous accompagne pendant toute notre vie. Et c'est voilà le thème de ce dictionnaire. Et puis, Gérald Bronner, le roman dans lequel, le monde dans lequel se déroule votre roman n'est pas du tout un monde sans Dieu, puisque là, pour le coup, on est plongé dans une église américaine qui s'appelle l'Église du Jour Nouveau, qui est un mouvement sectaire, ou en tout cas à la lisière de la secte, avec un gourou qui lance une télé-réalité pour trouver le Messie. Oui, c'est un bon teaser du roman, en effet, merci. Oui, vous l'avez dit tout à l'heure, je suis professeur de sociologie, c'est mon vrai métier. Ne dites pas à ma mère que j'écris des romans par ailleurs. Il se trouve que je me sers des romans, ou en tout cas je profite de la possibilité d'écrire des romans pour dire des choses, pour écrire des choses que je n'ose pas écrire dans mes essais. Bon, mais c'est bien le même homme qui est quand même derrière, qui est derrière tout ça. Et en effet, mon premier mouvement vers ce récit, ça a été de considérer la télé-réalité comme un objet évidemment sociologique très intéressant. On peut dire que c'est même une des rares, ou en tout cas la plus forte innovation télévisuelle de ces dernières décennies, qu'on apprécie ou qu'on n'apprécie pas.
Mais je trouve que la télé-réalité a démontré au moins quelque chose de fondamental. C'est qu'auparavant, vous savez, quand on rencontre, d'ailleurs, ça nous arrive quand on vient dans ce genre de lieu, tout à coup, on voit des gens connus. Ouais. Et même quand on a un peu de soi-même de notoriété, ça nous fait quand même quelque chose. On se dit, ah tiens, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui attire notre œil. La notoriété, la visibilité sociale constitue une forme d'aimant qui est assez mystérieux. Voilà, assez mystérieux. Et on ne guérit jamais tout à fait de cela. Et la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que cette notoriété aimante notre regard tout simplement parce qu'elle est associée à des qualités particulières ? Par exemple, de grands auteurs, comme j'en ai à ma droite et à ma gauche, c'est normal qu'on soit intéressé par eux. Ou un acteur de grand talent, etc. etc. Donc il y a peut-être une part de vérité là-dedans, mais encore une fois, la télé-réalité, elle a démontré quelque chose, c'est que c'est beaucoup plus trivial que ça. C'est-à-dire il suffit de mettre une endive ou n'importe quoi devant une caméra pendant suffisamment longtemps pour que cette personne se trouve dotée d'une forme de pouvoir métaphysique d'attirer notre regard. Et je crois qu'il y a quelque chose là-dedans qui nous parle un tout petit peu de la religion. Alors ce qui m'a intéressé, c'est que la télé-réalité a presque tout essayé. Elle a enfermé des jeunes gens, elle en a drogué certains, elle leur a donné de l'alcool, elle a constitué comment dirais-je, des observations, y compris avec des handicapés, par exemple, etc. Et on a enfermé des enfants, là, puisqu'on va parler de fables politiques, on a mis des enfants entre eux pour voir ce qui se passait, quel était le genre de société qui pourrait émerger, alors que d'habitude, les enfants, non, on les épargne de ce genre de choses. Enfin bref, elle a tout essayé, elle a tout reniflé, les caniveaux de la société. Il n'y avait qu'une seule chose qu'elle n'avait pas essayé, c'était Dieu. Et je me suis dit, pourquoi pas ? Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas une secte, évidemment aux États-Unis, parce qu'on n'imagine pas tellement que ça puisse se passer ailleurs, qui se disent, bon, Jésus est là, Jésus va revenir d'abord, on le sait, peut-être qu'il est déjà là, mais peut-être qu'il est là et qu'il ne sait pas que c'est lui. Et donc on va organiser un formidable casting, et Vox Populi, Vox Dei, c'est bien sûr le peuple qui va voter par SMS pour savoir qui va être notre prochain Messie. Alors il y a un casting, évidemment ils sont 13, ça ne vous étonnera pas. Il y a même une fille, il y a même une femme. Pourquoi le Messie serait-il pas une femme ? Il y a toutes sortes de personnes très très différentes qui postulent parce qu'ils ont des éléments qui leur paraissent fantastiques dans leur biographie. Il y en a un par exemple qui a un tatouage de cœur et il prétend que de temps en temps il saigne comme des stigmates. Sauf quand la caméra le filme, quoi. Voilà, en fait, c'est dommage, mais bon, si on le croit, c'est tout à fait remarquable. L'un d'entre eux prétend n'avoir jamais dormi, par exemple. L'un est bisexuel et prétend que c'est la meilleure façon d'actualiser la profession, enfin plutôt la maxime « aime ton prochain comme toi-même ». C'est vrai que ça ouvre toutes les possibilités. Et en réalité, donc les gens vont voter. Donc je ne vous spoile pas l'histoire. Il va vraiment y avoir une désignation. Mais la question qui va se poser, c'est si vraiment Jésus revenait, combien de temps ça intéresserait la société du spectacle ? Voilà. Ce qui est passionnant dans ce livre, c'est qu'on se dit qu'effectivement, ce jeu de télé-réalité pourrait arriver demain. On est dans un univers de fiction qui n'est pas si éloigné que ça du réel. Et je voulais vous demander à tous les trois quelle était justement la dose de proximité avec le réel et au contraire la dose d'éloignement qui est beaucoup plus grande dans Krasnaya où ce sont des animaux qui parlent. Comment est-ce que vous avez jaugé la dose de réel qu'il fallait mettre dans ces livres ou la dose de fable, de fiction ? Pardon, évidemment, le livre de Raphaël reprend le principe de La Fontaine d'une certaine façon, et donc l'animal s'exprimant est beaucoup plus proche de la réalité humaine. Ça permet des libertés évidemment incroyables. Et quant au forçage de traits dans le livre de Gérald, parce que c'est assez chaotique, c'est un récit incroyable, j'ai adoré ce roman, il y a une réalité qui surgit, au contraire, mais c'est le lot des bons bouquins, c'est qu'ils nous font surgir une réalité très proche. Telle que normalement toute œuvre d'art doit nous faire surgir quelque chose du réel qui ne surgit pas autrement, de façon spécifique. Et l'intérêt des livres, c'est ça, ou l'intérêt même d'un tableau, ou même d'une musique qui est pure réalité. Le seul point commun que ça puisse avoir avec mon livre, c'est que moi je parle justement de ce rapport au réel sans filtre, sans la morale, sans la foi, sans juste le désir
de connaître et la curiosité qui fait surgir quelque chose. Voilà. Et ça, c'est vraiment c'est fascinant quand ça se produit dans un livre. C'est très important, ça nourrit notre pensée, ça nous évite justement d'être dans le jugement tout le temps. Ça nous permet de réfléchir avant de juger. Ça nous permet d'être transportés par une histoire et quand c'est une fiction, de ne pas avoir de jugement moral qui biaise notre connaissance. Et ça, c'est le génie de la fiction. Voilà. Je pense que la fiction est vraiment un antidote à la fake news. Bien C'est sûr. ça qui est intéressant, c'est que ce sont deux modalités de l'évasion, dont l'une a pour vertu de nous ramener au réel de mille manières. Dans mon cas, je suis moins éloigné qu'on ne le dit ou qu'on en a l'air parce que justement le filtre animalier me permet de tout dire. Même ce que je n'aurais pas pu dire si les personnages avaient été vraiment les personnages. Je peux le dire ici. Et je peux dire aussi d'autres choses. C'est-à-dire que je peux prendre les personnages comme des figures démocratiques de façon plus générale. Donc on est à la fois plus près du réel par la fiction et en même temps la fiction vous permet de vous situer à une altitude qui est celle de l'histoire en somme. C'est-à-dire celle d'une histoire qui se répète, d'une tragédie démocratique. Et mais j'insiste là-dessus, je pense que nous vivons le danger aujourd'hui, par exemple, comment ça marche une fake news bien des gens qui disent des fake news, qui donnent des fake news. Marine Le Pen, au hasard. Marine Le Pen, c'est intéressant. En 2017, dans un débat, Marine Le Pen dit l'inflation a augmenté avec le passage à l'euro. Bon. Et Anne-Claire Coudray lui dit ben non, voilà l'INSEE, ça raconte que c'est pas le cas. Et Marine Le Pen a cette réponse sublime ce jour-là. Elle dit eh bien madame, les chiffres mentent. Ce qui ne veut pas dire que les chiffres soient faux, c'est les chiffres de l'INSEE. Ça veut juste dire que les chiffres sont méchants. Elle a récusé le réel qui lui déplaît. Et à l'appui de sa démonstration, elle dit « Les chiffres mentent, les Français s'en souviennent ». Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle balance une fake news. Et elle balance une fake news au nom du réel, au nom du sentiment, au nom de la sensation, au nom de la réalité. Un peu comme ces gens qui disent « Il n'y a pas de réchauffement climatique puisque j'ai froid cet hiver ». Ces gens-là se prennent pour les défenseurs du réel. Alors qu'en fait, ils en sont éloignés au carré. En revanche, la fiction, qui soi-disant nous emmène ailleurs, en réalité dépeint un monde qui nous est tellement familier et avec tant de liberté qu'en somme, finalement, le réel, on le retrouve. Cette question des fake news et de comment on les reçoit, je trouve qu'elle se retrouve un petit peu dans votre roman Gérald Bronner parce que finalement, la télé-réalité n'a de réalité que le nom, puisque c'est avant tout une émission de télévision et un élément de la société du spectacle. Mais le personnage de votre roman, qui est un enseignant-chercheur, sans spoiler ce qui se passe, à un moment va perdre toute distance critique avec ce qui se passe et se retrouver happé par ce jeu. Et finalement, on a l'impression de basculer avec lui et de s'en rendre compte trop tard qu'on a, nous aussi dans le récit, un petit peu perdu la distance critique avec ce qu'on nous raconte d'un jeu mis en scène par une secte et que finalement on suit avec passion. Ben oui, mais je pense que c'est tout l'intérêt du recours à la fiction. C'est ce qu'a bien dit Philippe tout à l'heure, c'est-à-dire ce qui est recherché à un moment donné, c'est le décollement du regard et dans cet écart va naître de l'imprévu. C'est faire décoïncider en quelque sorte, et tout l'art du romancier, je ne sais pas si j'y parviens en l'occurrence, mais d'après ce que vous me dites, ça a fonctionné en tout cas un peu sur vous. C'est parce que vous avez bien vu que j'ai présenté tout à l'heure l'introduction du roman avec un peu de sourire. J'ai préféré attirer votre attention, je me suis un peu vendu en essayant de vous faire rire plutôt qu'en essayant de vous dire qu'en même temps, il y avait une réflexion métaphysique très profonde. Vraiment, que sait-on si tout à coup un messie ou une messie revenait sur Terre? Que sait-on qu'est-ce qu'on peut anticiper de sa personnalité, de qui il serait? Qu'est-ce que c'est qu'un Dieu incarné? Nous ne sommes pas équipés pour le penser. Donc la première réaction, c'est évidemment, on va projeter des images stéréotypées de Jésus, je sais pas, une bonté extrême, etc. Et pourquoi pas quelqu'un de contraire, quelqu'un de fondamentalement mauvais? Enfin, on n'est pas forcément équipé. C'est ce que raconte ce roman au lecteur qui le lit. Nous ne sommes pas forcément équipés pour recevoir Dieu, quand bien même il descendrait sur terre. Voilà. Laissez-vous surprendre par ce décollement. Raphaël Enthoven. Moi, ce qui me fascine dans l'histoire de Gérald, c'est l'idée qu'une telle compétence fasse l'objet d'un vote. C'est-à-dire qu'on est allé si loin, et c'est un modèle hyper démocratique. Et pour le président de la République, c'est OK.
Oui, là, il n'y a pas de problème. Mais, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est allé si loin dans l'illusion démocratique que l'égalité des droits était une égalité des compétences, qu'on a fait comme si la compétence de Messi pouvait elle-même faire l'objet d'une élection. Et ça, c'est un point commun. À un moment, les animaux se proposent d'élire le criminel. Qui mieux que la foule est qualifiée naturellement pour savoir qui a foutu le feu à la prairie et pourquoi ce serait l'État qui le saurait alors que la foule est plus nombreuse, etc. Et donc ils proposent d'élire le criminel. Et c'est le même geste en fait. Et c'est intéressant parce que c'est le moment où la démocratie involue en fait, bascule dans son envers par abus ou par fausse extension du domaine de compétence. La question, c'est de savoir si la croyance ou la décision collective, elle peut aboutir à la transformation du réel. Dans certains cas, c'est tout à fait possible. Ça s'appelle des prophéties autoréalisatrices. C'est parce qu'on y croit que l'on fait advenir l'objet de la croyance. Mais quand même, en même temps, le réel est un os, comme disait Hegel. Le réel résiste. Il ne suffit pas de croire. Après, il y a le numérique. Il y a le numérique, il y a l'élément numérique. Non seulement le réel est un os, mais la dénégation du réel ne marche jamais à long terme. Elle fait partie du réel. La dénégation du réel se transforme très vite en tragédie. Oui, l'autre disait, dans le combat que tu t'apprêtes à mener contre la réalité, apprête-toi à perdre, Oui, grosso modo. oui, c'est ça. Mais ce qui est intéressant aussi pour notre débat, c'est les rapports qu'entretiennent la fiction et le réel. C'est-à-dire, est-ce que la fiction peut contaminer le réel? Alors, j'entends bien que la fiction puisse être un anti-fake news, et c'est vrai d'ailleurs qu'à titre, il y a des psychologues qui travaillent sur ce qu'on appelle le pré-bunkage, non pas le débunkage, le débunkage c'est la démystification, mais on peut s'entraîner, c'est-à-dire confronter notamment des enfants à des fake news et en les alertant, et ça va en quelque sorte, c'est la théorie de l'inoculation, ils vont mieux résister plus tard. Donc c'est vrai qu'on peut s'en servir, mais on a aussi beaucoup d'exemples dans l'histoire des idées où les récits de fiction ont précédé les vagues de croyances. Par exemple, le spiritisme, où les vagues de croyances aux soucoupes volantes ont été précédées par des récits de fiction. Je ne dis pas que ces récits de fiction ont créé la croyance, mais en quelque sorte, c'est comme si elles avaient préparé les esprits. Et je constate, je te laisse parler Philippe, je constate aussi que, par exemple, la plupart des séries télé, je suis un grand consommateur de séries télé, donc je ne suis pas du tout critique, je trouve que c'est devenu un art vraiment très très épais de la narration, les séries télé, mais la plupart, dans un certain thème, sont toutes conspirationnistes. On ne peut plus raconter aujourd'hui une histoire qui implique l'État, les services secrets, etc., sans qu'il y ait des théories du complot. Et la première grande matrice de ça, c'était X-Files, vous vous en souvenez, avec comme sous-titre « La vérité est ailleurs ». Mais juste une parenthèse avant de te laisser la parole. C'est le complotisme en question est encore une fois une revendication de réalité. C'est une revendication de réalité plus profonde. C'est au nom de la réalité qu'on recherche qu'en réalité on fuit le réel. C'est une modalité de la fuite déguisée en recherche. Et c'est ce qui est le sommet d'une connaissance qui en fait est une ignorance qui se prend pour un savoir. Voilà. Non, je voulais juste donner un petit exemple de la façon dont la fiction pénètre dans la réalité. On connaît tous l'histoire de Roméo et Juliette, Shakespeare, les amants de Vérone, etc. Bon, ok. Et il y a quelques années, il y avait une finale de football, je ne connais pas grand-chose en football, en Italie, entre Naples et Vérone. Et le match était à Vérone. Et ils sont déchaînés, ils se détestent. Les supporters de Naples et les supporters de Vérone ne peuvent pas s'encadrer, ce qui est bien normal. Bon. Et donc, pendant le match, pour déconcerter l'adversaire, les supporters de Naples ont déroulé une grande banderole en disant « Giulietta è una puttana ». Et ça a été une colère noire, ça a été une bagarre, ils se sont battus. Et c'est formidable parce qu'évidemment, c'est la fiction. Aujourd'hui, le château d'If est visité, le comte de Monte Cristo n'a jamais existé. C'est le même geste que ceux qui s'indignent quand on se moque de Dieu, pardon. Hein. Voilà, c'est ça. C'est ils ont pris au sérieux, c'est la même chose. Alors, les gens visitent la Mancha en Espagne et Don Quichotte est une œuvre de fiction. Enfin, ils vont sur les traces de Don Quichotte. Donc, on vit dans cette chose qui est pas mal parfois. Mais alors, une histoire qui, pour prendre le contre-pied des vôtres, c'est Borat 2. Ceux d'entre vous qui l'ont vu s'en souviennent. C'est extraordinaire. Borat est donc un personnage totalement fictif, qui cette fois-ci, c'est Borat chez QAnon, qui visite le monde de QAnon. Donc c'est un personnage totalement fictif et parfaitement délirant, qui se promène chez des individus réels, qui croient, eux, que Hillary Clinton mange les enfants à l'arrière des pizzerias. Et en fait, c'est la bagarre, c'est le duel au sommet d'un être de fiction
avec des gens qui croient n'importe quoi. C'est ça. Et c'est pour ça que c'est pas mal. Hein. C'est Ouais. pour ça que l'histoire ou le récit a une puissance, la narration a une puissance non pas seulement véridique, pas véridique en réalité, mais réalistique si j'ose dire, réalisante, qui en elle-même et mérite qu'on l'explore. Mais quand on regarde la littérature, la littérature que l'on aime, puisqu'on est dans un salon du livre et qu'on regarde l'inspiration de nos grands auteurs, elles se fondent toujours sur quand même deux grands récits quasiment de fiction, on pourrait dire, parce que c'est la Bible et l'Iliade et l'Odyssée. Les deux racines de tous nos récits sont quand même ces récits-là. Et voilà, jusqu'à Joyce avec Ulysse, bon, c'est toujours la fiction, c'est notre langue en quelque sorte, c'est notre langage. Voilà. Pour en revenir à la notion de fable, quand on pense fable, on pense à La Fontaine et on pense à la censure qu'il contournait. Alors ça tombe bien puisqu'il y a un article censure dans votre dictionnaire des philosophiques. Je vais juste en lire les premières lignes et ensuite je vous demanderai pour vous ce que c'est la censure aujourd'hui en 2022 qu'on peut contourner en écrivant une fable ou une fiction. La censure, c'est l'outil d'une autorité qui décide des limites à la liberté d'expression des uns, non pas pour la rendre compatible avec la liberté des autres et la faire respirer, mais pour l'étouffer. La censure aujourd'hui, c'est laquelle si ce n'est pas la censure du roi ou de la loi? La censure aujourd'hui s'exerce. Prenons les choses à plat comme ça, à froid. La France est devenue une démocratie à peu près en 1881, lorsque les lois sur la presse ont été votées. Là, la France est devenue une démocratie, en gros. Formellement, c'est comme ça. Et la censure qui s'exerçait pendant des siècles d'en haut, alors soit la censure religieuse, soit la censure d'État, la censure royale, elle s'exerçait comme ça, par ruissellement on peut dire, hein, via les... Eh bien, c'est terminé. Aujourd'hui, c'est terminé. Elle ne s'exerce plus. J'ai dirigé, par exemple, un journal que certains peuvent trouver très excessif, y compris le pouvoir politique qui a souvent râlé contre nous, mais il ne peut rien faire. La loi nous protège. La censure, aujourd'hui, ne s'exerce plus d'en haut. Elle s'exerce d'en bas. Et c'est bien plus grave maintenant, puisque les tribunaux, aujourd'hui, sont chargés de faire respecter la liberté d'expression. Aujourd'hui, la police nous protège pour qu'on puisse s'exprimer librement. Les temps ont changé. Aujourd'hui, c'est la menace terroriste notamment, qui exerce une censure. C'est les réseaux sociaux avec les woke. On voit bien, par exemple, comment le wokisme fout la trouille aux grandes marques, aux grands journaux comme Le Monde, ou aux chaînes de télévision, aux entreprises audiovisuelles. Ça exerce une censure qui vient du bas, qui vient du murmure de la foule dans des archipels puritains, dans des archipels de convictions bizarres, qui exerce une censure extrêmement violente. Alors évidemment, on peut lui dire à cette censure, va te faire foutre, mais c'est à nos risques et périls. Et jusqu'à un certain point, puisque désormais, une fois de plus, aujourd'hui, la police sert à protéger les libertés d'expression de certains. Vous voyez ? Et ça, c'est extrêmement curieux. Ça devrait nous scandaliser énormément. Mais ça nous scandalise assez peu. Mais c'est dommage. On a tort de ne pas être très scandalisé par ça. Et cette censure-là, on peut aujourd'hui, cette censure qui vient d'en bas, la contourner avec une fable, avec une fiction? Ou est-ce que finalement, le public qui va lire et qui va reconnaître des traits, des personnages dans une œuvre de fiction, va se retrouver énervé, agacé, voire pire, comme si c'était un essai? Non, Non. la transposition vous préserve. Pas tant que ça. Bah, Ça dépend du radar, comment il est réglé. Non, c'est qu'elle préserve officiellement, c'est-à-dire que même quand le radar n'est pas dupe, il ne peut pas vraiment s'indigner de ce qui n'est pas exactement la chose qu'on lui reproche. Il y a quelque chose de l'ordre. C'est vrai que historiquement, bien des auteurs, à commencer par La Fontaine justement, se servaient d'artifices pour contourner la censure. Toute C'est la pas un littérature hasard. picaresque. Mais là où Philippe a totalement raison et sur quoi il faut insister, c'est juste que l'expression, tu l'as pas employée, c'est la tyrannie de la majorité, c'est-à-dire c'est exactement ce que nous vivons. La tyrannie de la majorité
majorité, c'est un dispositif que Tocqueville décrit au XIXe siècle, dans lequel il explique que la majorité peut être tyrannique, non pas par le vote naturellement, puisqu'il faut que la majorité l'emporte, c'est pas la tyrannie ça. Non, la majorité est tyrannique par le convenable, par l'érection du convenable, par l'institution de limites qui ne sont implicitement à ne pas franchir. Mila, par exemple, n'a transgressé aucune loi et vit comme une recluse. D'autres, ici, par exemple, ne le disent pas, mais vivent sous protection policière uniquement parce qu'ils ont défendu la liberté d'expression et non parce qu'ils ont commis quoi que ce soit d'illégal. Enfin, voilà. Toi, pardon, Philippe, mais il y a les lois qui défendent la liberté d'expression et puis il y a les citoyens qui doivent la protéger. Et ça se situe à l'échelle de l'opinion, ça. Tocqueville dit que la tyrannie de la majorité, c'est que le souverain ne dit pas « vous allez penser comme ça ». Le souverain dit « vous dites ce que vous voulez, vous pensez ce que vous voulez, mais vous n'êtes plus un humain. Vous ne faites plus partie de nous. Vous êtes sorti du cercle, on vous ostracise, on vous annule ». C'est le premier à avoir décrit ça. On est dans la première moitié du 19e. Les réseaux sociaux produisent ça au carré. Et cette censure-là est une censure qui se vit comme libératoire. C'est une censure collective. Et pour ces deux raisons, il est extraordinairement difficile de lutter contre elle, sauf à pratiquer tout simplement la provocation et parfois même à rendre les coups. Voilà. Mais en fait, l'évocation, alors j'aime toujours quand on évoque Alexis de Tocqueville, hein, ça m'enchante, mais on pourrait même prolonger, d'ailleurs comme certains sociologues l'ont fait, en parlant non pas de tyrannie de la majorité, mais de la minorité, de minorité en réalité statistique, hein, j'entends, je ne parle pas de minorité particulière, et c'est encore plus vrai avec les réseaux sociaux, puisque certaines personnes, par leur activisme tout simplement, pèsent beaucoup plus lourd que les autres citoyens dans ce monde numérique. Il y a certaines personnes qui votent 1000 fois, tandis que d'autres ne votent jamais. Et c'est un résultat d'ailleurs de la science contemporaine. Il y a un beau papier qui vient de paraître qui met en avant ce qu'on appelle les super users, c'est-à-dire des gens qui en fait sont 1% des comptes sur les réseaux sociaux, mais qui pèsent 33% des flux d'informations qui sont diffusés. Donc qu'est-ce qui se produit de ce point de vue? Évidemment, dans ces 1%, il y a toutes sortes de personnes, des personnes formidables, etc. Mais il y a quand même une corrélation assez forte entre la survisibilité des points de vue et la radicalité, parce que quand on est radical, on a une motivation à faire valoir son point de vue. Bon, et tant mieux, il faut que la radicalité existe. Simplement, on peut s'interroger dans le monde contemporain sur les asymétries de visibilité qu'elle crée et d'indignation qu'elle crée, et sur une forme en fait de terreur qu'elle instille chez certains d'entre nous, de ne pas avoir à subir tout à coup des attaques en essaim, parce qu'on est tout seul dans ce cas-là. Hein. On a beau faire partie de la majorité, c'est-à-dire sur un point de vue, en l'occurrence, pour Mila, peut-être que je me trompe, mais je pense qu'une majorité des Français soutiennent Mila. J'espère ne pas me tromper, mais je pense que c'est le cas. Mais ce n'est pas le problème. Quand Mila se fait attaquer, elle est seule face à un essaim de frelons, si je puis dire, quoi. Et il y a des gens quand même qui lui tendent la main, qui lui viennent en aide, mais il n'empêche qu'elle est seule. Et je pense que c'est le pire de tout. Il existe encore des formes de censure possiblement étatiques ou même par l'argent. Hein, on voit qu'il y a des gens qui pochettent, qui rachètent des journaux et qui utilisent leur pouvoir pour quand même museler, en tout cas sur certains thèmes. Certains, je pense que globalement en France, on est quand même, il est vrai, relativement protégé, notamment par la loi de 1881, en effet. Mais le pire, c'est l'autocensure. C'est-à-dire quand on commence à se dire qu'est-ce que je peux dire, même quand on est courageux et tout à coup on sait qu'on va encore s'en prendre plein le sac, en fait. Et c'est quand même fatigant à la longue. Donc c'est quand même une question. Du coup, la fiction, en effet, peut servir à contourner parce que quand même vous mettez les rieurs avec vous. Je pense par exemple à l'excellent roman de Abel Quentin, Le Voyant des Tempes. Je ne sais pas si vous l'avez lu, vous êtes sur l'Observatoire. Bon, voilà. Sinon, lisez-le. C'est bien, c'est un roman très drôle. Et je pense que même ceux qui se reconnaissent, parce qu'il ne faut pas oublier que dans ceux qu'on appelle les woke, il y a aussi tout simplement des gens qui, et ils ont bien raison, ont envie de lutter contre les discriminations. Simplement, ils ne s'aperçoivent pas. C'est-à-dire signaler à quelqu'un individuellement, là aussi c'est un problème moral. Vous signalez à quelqu'un individuellement qu'il a un mauvais comportement. Ce n'est pas une mauvaise action que vous faites. Seulement, vous ne voyez pas que vous êtes un parmi 5000. Et du coup, la culpabilité du harcèlement, elle est diffractée. Chacun en porte une toute petite responsabilité et c'est assez logique que la personne fasse ça individuellement. Donc il faudrait inventer des nouvelles formes de philosophie politique pour rendre compte de ces animations. Mais à cette disculpation s'ajoute aussi la volupté de la meute. C'est-à-dire que les gens... Certes, je suis un 5/1000e des gens qui jettent des cailloux sur celui-là, mais en même temps, on est 5000.
Je veux dire, les deux sont présents. Il y a le Bien sûr, bien désir de l'écraser d'autant plus et le sentiment qu'on n'y est pas pour grand-chose, en somme, qu'on n'est qu'un suffrage parmi d'autres. Le phénomène que décrit Gérald est parfaitement illustrable par le fait que si les élections avaient lieu sur Twitter, François Asselineau et Florian Philippot seraient tous les deux en finale et au deuxième tour se feraient face probablement. Ouais, absolument. Je voudrais apporter je voudrais insister sur quelque chose qu'on a effleuré tout à l'heure. C'est que notre civilisation, en quelque sorte, hein, pour parler large comme ça, qui va à peu près de Homère à maintenant, c'est toujours un peu la même histoire, c'est toujours les mêmes livres qu'on étudie et qu'on commente à travers une trentaine de siècles. Et on trouve dans ces... Il y a une constante là-dedans, c'est le souci de rendre l'autre réel. Je reviens là-dessus parce que c'est très important. J'ai été frappé, on a suivi de près l'affaire Mila, évidemment, dont Richard Malka était l'avocat, qui était notre ami, donc, et on a suivi ça de très près, et j'ai été très frappé par les jeunes gens qui étaient accusés, qui avaient balancé sur les réseaux sociaux qu'il fallait la couper en morceaux, la violer, la torturer, etc. Bon, bref, la tuer, l'égorger, enfin incroyable. Des milliers de menaces de mort et de torture, voilà. Et à la barre, il se retrouve dans un tribunal qui est un endroit extrêmement impressionnant, avec un dispositif, une théâtralité extrêmement perturbante. Et ils ont dit une vérité, ils ont dit une chose qui... Les accusés, donc, ont dit quelque chose de très important. Ils ont dit, mais on ne savait pas que c'était grave. On ne savait pas que c'était... Et il y avait la musique de la sincérité. C'est vrai qu'ils ne savaient pas que c'était grave. Ça veut dire que ça fait quelques milliers d'années qu'on essaye de rendre l'autre réel avec des problèmes, avec les guerres de religion, avec les invasions barbares, des effondrements d'empires, avec des périodes obscures, des périodes plus éclairées, mais toujours on tient ce fil. Et c'est pour ça qu'en quelque sorte, cette civilisation aujourd'hui qu'on connaît des droits de l'homme, de la liberté individuelle, de la liberté d'expression, c'est pour ça qu'elle existe. Et tout d'un coup, il y a un outil industriel, transfrontalier, transnational, d'une puissance inouïe, sans borne, qui ne paye pas ses impôts, bon, par ailleurs, bon, mais dont l'action principale est de rendre l'autre abstrait. Ça vient contredire, si on rentrait dans un mur, tout ce qui fait notre civilisation occidentale. Ça l'explose. On ne s'en rend pas compte, mais ça l'explose. Ça rend l'autre abstrait. Tout ce qu'on s'est échiné à... Tout ce contre quoi on s'est échiné pendant des siècles, contre les autres, contre les barbares, contre ceux... Voilà, parce que vous savez, quand un terroriste passe dans la rue avec une mitraillette et tue des dizaines de gens à la terrasse d'un café, il tue des gens abstraits. Il ne tue pas des gens concrets. Un terroriste, c'est quelqu'un qui vit dans un monde où l'autre est abstrait. Et les réseaux sociaux, ça rend l'autre abstrait. Et on ne se rend pas compte que c'est le danger, le premier gros danger, la première fois dans notre histoire qu'on est en face d'un tel mur, d'un tel problème. Dans la société de Krasnaya, alors il n'y a pas Internet, il n'y a pas de réseaux sociaux, même s'il y a le ciel et il y a le souterrain qui sont des Il y a sphères les hirondelles et il y a différentes. les taupes. Oui. Voilà. Mais c'est une société qui instille un peu cette idée de les carnivores et les herbivores ont trouvé un accord, et pourtant on tolère de temps en temps qu'un carnivore mange une proie. Et c'est un crime qui devient toléré parce qu'il faut bien de temps en temps qu'elle se nourrisse. Oui, en fait, les carnivores et les herbivores s'entendent et croient de cette manière avoir lutté contre la loi du plus fort. Alors, il y a un mouvement plus fortiste parmi les animaux, mais c'est un mouvement qui a été un peu écrasé par l'histoire, qui a été remplacé par des gens aux sentiments plus, enfin des animaux aux sentiments plus tolérants, plus ouverts, plus ouvertement sympathiques. En réalité, ce que les animaux ne voient pas, c'est que la loi du plus fort revient en permanence dans une société qui croit l'en avoir banni. Par exemple, chaque animal, disent-ils, est la mesure de toute chose. Nos sentiments sont légitimes. Ah, formidable. Le problème, c'est que comme les animaux sont de tailles différentes, évidemment, si un hippopotame est la mesure de toute chose, il l'est différemment qu'une hirondelle, si vous voulez. Et ainsi de suite. Et donc, la loi du plus fort revient par la grâce de principes qui ont cru la bannir.
Des animaux croient lutter contre les injustices qui sont infligées aux albinos, parce que c'est 1/5 de la population animale. À Tchernobyl, 1/5 des animaux sont albinos. Donc des animaux croient lutter contre les scandaleuses discriminations que subissent les albinos, mais en défendant l'albinisme comme une vertu en soi, comme un destin en soi. Ce qui est un retour de la loi du plus fort et ce qui est une validation du communautarisme ou du séparatisme. Et donc c'est une société qui ne cesse d'aller à rebours de ce qu'elle dit. En fait, c'est une liberté qui, n'ayant pas de contrepoint, n'ayant pas d'adversaire, n'ayant pas de tyran, n'ayant pas de Poutine, n'ayant pas de monstre, étant plus facile à défendre qu'à maintenir une fois qu'elle est acquise, c'est une liberté qui se suicide. Une liberté qui se retourne sur elle-même. Et décrire ça, c'est mettre le doigt peut-être, ou alors les pieds, j'en sais rien, dans le grand paradoxe, notamment des réseaux sociaux, qui célèbrent le débat tout en le rendant impossible. Ton livre au fond de ton livre, il y a la question de la responsabilité. Voilà. Et ça dit que voilà, tout simplement qu'il n'y a pas de liberté sans responsabilité. C'est-à-dire que on peut pas excuser un acte à l'infini, mais ça c'est Gérald est le premier à l'avoir dit en sociologue qu'il est. On ne peut pas excuser un acte à l'infini, on ne peut pas diluer la responsabilité dans les causes qu'on trouve à un acte. Absolument. Or les animaux essaient de faire ça et ils croient lutter contre le crime en faisant ça alors qu'ils le permettent. Alors qu'ils l'autorisent et qu'ils l'encouragent. Et d'ailleurs, la justice pénante à infliger des sanctions, elle est secondée par les familles qui se font vengeance elles-mêmes. Donc, plus les sanctions sont rares, plus les lynchages sont fréquents et ainsi de suite. Le statut de victime déresponsabilise, mais supprime la liberté. Et produit de la violence. Produit de la violence. La concurrence victimaire produit de la violence. Mais ça, on ne peut le décrire que quand on est pris dans un récit, je crois. J'avais besoin d'être happé par le truc pour soudain m'apercevoir que c'était ça que je racontais. Alors on m'a fait signe qu'il nous restait assez peu de temps pour laisser place au plateau suivant. On aurait pu passer, à mon avis, des heures à en parler. Je voulais vous poser deux petites questions pour terminer sur l'écriture. Raphaël Enthoven, j'ai trouvé un petit bout d'interview dans lequel à la question pourquoi est-ce qu'il faut que ce soit bien écrit, vous répondez, j'ai trouvé ça très, très drôle et très vrai, parce qu'on n'a pas le droit d'emmerder quelqu'un qui ne vous a rien demandé. Oui, alors je dois à l'honnêteté de dire que c'est une phrase de Lucien Gerfagnon. D'accord. Mon maître, Lucien Gerfagnon, paix à son âme, il est mort en 2011. Et Lucien Gerfagnon me disait deux choses. Il dit, Enthoven, deux trucs à savoir. Un, quand on dit la vérité, on peut raconter n'importe quoi. Ça passe. Et l'autre chose, c'est on n'a pas le droit d'emmerder un lecteur qui ne nous a rien fait. Ceci est une règle fondamentale. C'est la condition de possibilité de l'écriture. Il n'y a pas d'écriture en deçà. Alors, après, il se reprenait, il disait on n'est pas non plus là que pour les amuser, etc. etc. Mais c'était le point de départ. Et je dois dire que c'est un principe de civilité que j'adore. Effectivement, on n'a pas le droit d'emmerder son lecteur. Est-ce que dans ces trois livres en particulier, vous avez cherché une écriture qui soit différente de l'écriture d'un essai ? Je pense que... Alors, je vis de l'écriture depuis que je gagne ma vie, donc je rigole pas, comment dire. Alors je sais pas ce que c'est à vous de dire et aux lecteurs d'en dire ce qu'ils en pensent, mais moi je pense que c'est aussi précieux, aussi énorme, aussi indispensable que la musique, le charme, voilà, la légèreté. La frivolité même est nécessaire à l'écriture. Ça doit danser, ça doit chanter. Sinon, parce qu'il y a que ça. Il y a que dans ces moments de charme qu'on est vraiment intelligent et fraternel. Quand on est sous le charme de quelque chose, quand on rit ensemble, quand on s'amuse ensemble et quand on lit un livre qui nous charme, on est connecté avec quelque chose de profondément humain, quoi. Donc, il ne faut pas rigoler avec ça. Et le rythme, parce que dans le dictionnaire, effectivement, on peut avoir un long passage de développement d'une théorie qui se termine sur une note d'humour et qui fait qu'effectivement, on termine avec une humeur un petit peu différente. Je préfère qu'on rie ensemble, ouais. Dernière question, et Raphaël Enthoven, vous avez commencé à l'aborder au tout début. Est-ce que sur ces trois formats différents, un dictionnaire, un roman, un récit, vous avez pris le soin de prendre du plaisir et de vous amuser à l'écrire ?
Alors peut-être moins effectivement sur le dictionnaire que sur le roman et le récit. Non, moi je réponds un grand oui. D'abord, je suis un peu, comment dire, je suis un peu schizophrène par rapport à l'écriture romanesque parce que j'en parlais avec Bruno Patino tout à l'heure, à qui j'ai débattu, et en même temps j'ai un peu honte d'écrire. Enfin, je devrais pas le dire, c'est une très mauvaise publicité, mais j'ai un peu honte d'écrire des romans. Sans doute parce que je ne me sens pas qualifié, ou etc. Donc en fait, il faut un peu me les arracher, en quelque sorte. Donc heureusement que j'ai du plaisir d'écriture, parce que sinon, ce serait un truc de masochiste complet. Mais malgré tout, le plaisir, eh bien, il y a quand même beaucoup de travail. Enfin, moi, je vais peut-être, j'ai pas, c'est-à-dire que la foudre des dieux ne me tombe pas dessus. Moi, j'ai besoin de travailler beaucoup, et notamment je pense que mon roman était au départ un peu ogresque, et j'en ai éliminé la moitié. Donc c'est toujours un crève-cœur, mais il faut savoir qu'une bonne phrase, c'est pas forcément une phrase qu'il faut laisser dans un récit. Et ça fait très très mal de l'apprendre, mais ça fait partie du job, quoi. Alors, une petite phrase de tous les deux. On vient de me faire signe qu'il fallait absolument rendre l'antenne, laisser la place en tout cas. Raphaël Enthoven, Philippe Val, sur cette écriture. Ah, bon, je vous dis une fois de plus, c'est comme la musique. D'ailleurs, le livre de Raphaël est d'un style différent de ses autres livres. Il a donc pris la peine, il s'est mis en conditions différentes pour écrire. Ça se sent, c'est pas la même musique que dans ses autres livres. Et évidemment, chez Gérald, c'est très impressionnant. Je lis les autres livres de Gérald que j'adore. Hein, c'est son travail universitaire, je trouve formidable. Et là, j'ai été stupéfait par le travail stylistique de ce roman. Et je pense que c'est la moindre des choses qu'on doit au lecteur. Et la moindre des choses, c'est de leur offrir un dictionnaire dans lequel on puisse se promener vraiment. C'est-à-dire qu'il soit une vraie balade, pas une contrainte. Et je dirais, pour terminer, je dirais juste moi, de la joie plus que du plaisir. Parce qu'il y a parfois de la douleur dans le fait d'écrire, il y a des phrases qu'on ne trouve pas, il y a des paragraphes qu'on trouve nuls, qu'on n'arrive pas à saisir, il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à décrire. C'est douloureux, c'est difficile, mais d'y parvenir procure quelque chose de plus consistant que le plaisir que j'appellerais de la joie. Eh bien, merci beaucoup à tous les trois. Je rappelle donc le dictionnaire philosophique d'un monde sans Dieu de Philippe Val, Comme des dieux de Gérald Bronner, Krasnaya de Raphaël Enthoven. On peut vous retrouver tous les trois en dédicace sur le salon, ouais ? Absolument, maintenant. Parfait. Merci beaucoup. Merci à tous et à toutes. Take back the pain, but got the rain. I don't know why. Sweetness comes and goes, and I'm always here to stay. Reaching